C'est le débat de ce Smart Impact. On parle des industries du verre avec Jacques Borda, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des industries du verre et Magali Filu, bonjour. Bonjour. Délégué général de Brasseurs de France. Allez, quelques mots de présentation rapide. La Fédération des industries du verre pour commencer. Vous représentez le secteur, c'est combien d'entreprises, d'emplois? C'est 24 entreprises, 17 000 salariés, plus de 40 usines en France et on couvre différents secteurs, l'emballage, alimentaire, parfum cosmétique et pharmacie, le vitrage, le verre plat, dans le bâtiment et dans l'automobile, les arts de la table, la laine de verre, la fibre de verre et les verres spéciaux. Voilà. Et donc, on l'a vu, 40 sites industriels, près de 18 000 salariés. Brasseurs de France, il y en a combien de brasseurs en France aujourd'hui? Parce que je vous aurais posé la question il y a 10 ans, ça aurait été plus simple, ils étaient moins nombreux. Alors aujourd'hui, le secteur brassicole, c'est environ 2500 entreprises réparties sur l'ensemble du territoire français. Alors on le dit couramment qu'il y a toujours une brasserie à moins de 30 km de chez soi. Donc ça se vérifie la plupart du temps. Donc effectivement, ça a été un mouvement de création de brasseries à partir des années 2000-2010, puisque dans les années 80, il n'y avait plus qu'une trentaine de brasseries en France. Mais même si on est le premier pays en nombre de brasseries, on est le dernier pays européen en termes de consommation de bière. C'est vrai ça, donc il y a encore de la marge. Alors je disais que les jeunes boivent de plus en plus de bière et de moins en moins de vin. En fait, non. D'une manière générale, toutes les filières de boissons alcoolisées, on a une perte de consommation depuis maintenant 10-15 ans. Donc, effectivement, la bière, comme les autres filières de boissons alcoolisées, on a une diminution de la consommation de boissons. Alors, on a la chance dans la bière d'avoir la bière sans alcool, qui est par contre un segment qui se développe. Bon, très bien. Et à chaque fois qu'on parle d'alcool, je donne évidemment le message officiel, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On va parler de décarbonation. À quel point pour l'industrie du verre, c'est un enjeu important. Il faut peut-être rappeler à quel point le verre mobilise de l'énergie pour être fabriqué déjà. Oui, le verre demande de l'énergie pour être fondu au niveau des matières premières. À très haute température, on chauffe entre 1300 et 1500 degrés, principalement avec du gaz naturel et de l'électricité. Et donc on émet du CO2. On émet au niveau français 0,6% des émissions totales et on émet par rapport à l'industrie qui représente 20% des émissions, 3% des émissions. Globalement, l'industrie a déjà fait un gros travail sur la décarbonation, plus que d'autres secteurs émetteurs, comme les transports ou le bâtiment, où là, il y a vraiment un chantier majeur. Mais c'est pour nous, aujourd'hui, très clairement, la priorité d'action de décarboner nos emballages. Avec quel levier? Alors, les leviers, on les a identifiés. Ils sont clairement identifiés. Ils sont nombreux. Le premier levier, c'est effectivement de changer le mix énergétique. Aujourd'hui, 80% de notre énergie est fournie par le gaz et 20% par l'électricité. L'idée, pour faire très simple, c'est d'inverser quasiment le mix énergétique, donc de passer avec des fours qu'on va appeler hybrides vers 80% d'électricité et 20% de gaz. Et on a l'avantage en France d'avoir une électricité qui est très fortement décarbonée parce qu'on a le nucléaire, les énergies renouvelables, etc. Donc on a un vrai atout à faire valoir au niveau de la décarbonation. C'est un enjeu pour la filière des brasseries. Quelle quantité de verre évidemment, alors il y a aussi des canettes, mais quelle quantité de verre vous mobilisez, vous utilisez? C'est vrai que c'est un enjeu extrêmement important puisque notre objectif, effectivement, c'est de décarboner l'ensemble de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, l'emballage, d'une manière générale, représente à peu près 40% sur nos émissions carbone dans la filière brassicole. Donc c'est un enjeu très très fort sur lequel on travaille beaucoup justement avec les fournisseurs, c'est-à-dire les verriers. C'est un enjeu absolument primordial pour nous. Effectivement, avec donc, si j'ai bien compris, des fours qu'il va falloir changer. Donc comment vous accompagnez c'est des investissements sans doute assez lourds, colossaux. Je rappellerai juste qu'un four, la durée de vie d'un four verrier, c'est de l'ordre de 15 ans. Et donc, on ne peut faire ces changements de mix énergétique uniquement à la reconstruction des fours. Donc, c'est une fois tous les 15 ans. Donc, on a une fenêtre de tir qui est très précise. Si on la rate, on repart pour 15 ans. Et donc, aujourd'hui, on est en train de s'engager dans cette voie de décarbonation en reconstruisant nos fours sur un mode de four hybride qui seront très fortement électrifiés. Donc, c'est vraiment un axe majeur. Et on a un four électrique qui s'est construit chez Verallia en 2024, 100% électrique celui-là. Et on a sur le début de l'année 2026 2 fours hybrides, l'un chez Verallia et l'autre chez l'autre grand verrier qui est Hawaii, qui seront des fours hybrides qui vont démarrer concrètement sur début 2026. Donc on est vraiment dans une feuille de route qu'on a fait avec les pouvoirs publics, avec le ministère de l'Industrie, avec l'ADEME. Et cette feuille de route, elle est vraiment en train d'être déclinée et mise en œuvre. C'est une feuille de route complexe. Vous l'avez dit, il y a des investissements majeurs à soutenir. Et puis, il faut aussi avoir une énergie électrique
compétitive, disponible et qui arrive dans l'usine. Et on pourra en reparler après sur les questions de raccordement qui, quelquefois, représentent un équilibre. À quel point vous, brasseurs, mettez la pression aux industriels du verre pour vous fournir des bouteilles un peu plus décarbonées, on va dire ça comme ça? Je crois que c'est pas une pression, même si sans parler du jeu de mots de la bière, mais en tout cas, c'est vraiment un travail en commun. Oui. Le travail, je dirais, il a commencé déjà avant, c'est-à-dire avec toute l'éco-conception, c'est-à-dire d'avoir des bouteilles les plus légères possibles. Oui. C'est-à-dire que là, on a déjà eu un effet très très fort en termes de bilan carbone, et c'est un travail qui a commencé depuis plus d'une dizaine d'années. Effectivement, les nouvelles technologies, la recherche et le développement ont permis d'alléger de manière très importante les bouteilles. Et puis après, le deuxième sujet... qui est un sujet important et qui a été mis en œuvre depuis 20, 30 ou même 40 ans, c'est-à-dire de préserver les ressources naturelles, c'est-à-dire de recycler, c'est-à-dire d'avoir une incorporation de matières recyclées importante dans les bouteilles. Et ça, le premier geste, c'est le geste consommateur, c'est-à-dire de mettre ces bouteilles en verre dans les points d'apport volontaires ou dans sa poubelle verte d'une manière générale pour qu'elles puissent être recyclées. Avec ce chiffre, le taux de recyclage du verre, il est quasiment 78%, ça c'est le chiffre 2023, peut-être qu'il s'est amélioré, je ne sais pas si vous avez des données plus récentes. On est à 84%. Donc ça progresse. De recyclage, et ça continue, alors c'est déjà très élevé, beaucoup, et ça continue à progresser année après année. On a commencé à recycler le verre en 1974, il y a 50 ans, après le premier choc pétrolier. Donc l'idée était simple, la France n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. Donc l'idée avait été pionnière, c'était de développer le recyclage. Et comme le dit Magali, on voit effectivement aujourd'hui que le geste de tri par le consommateur est très ancré, très présent. Et on continue à progresser. On a encore des progrès à faire dans les grandes villes. En habitat vertical, c'est là où les performances sont moins bonnes. Mais on a sur la collecte de verre un engagement très fort, à la fois des metteurs en marché, des embouteilleurs, et aussi des collectivités territoriales. Les communes de France sont très engagées pour faire progresser la collecte verre, donner des moyens de collecte qui soient faciles d'accès, agréables, etc. Ouais. Et on est à quel pourcentage de verre recyclé dans les bouteilles de bière aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est pas une colle, mais... Non, aujourd'hui, on est autour de 85%, 90%, ça va dépendre du type de verre. Là, je ne parle pas uniquement pour la filière brassicole, mais en filière brassicole, on est dans ces chiffres-là. Donc aujourd'hui, effectivement, utiliser du calcin, c'est-à-dire des bris de verre, aujourd'hui, ce calcin permet d'économiser à la fois de l'énergie et à la fois, évidemment, des ressources naturelles. Donc pour nous, c'est un enjeu important. Et puis après, le deuxième enjeu important et sur lequel on a un vrai travail avec les verriers, c'est aussi le développement du réemploi. Oui, alors justement sur la consigne, on a reçu ici même il y a quelques semaines la filière des vins de Loire qui fait un gros travail sur le réemploi et la consigne. Est-ce que, parce que alors on réinvente quelque chose qui existait, qu'on faisait naturellement dans notre pays, qu'on a abandonné, que d'autres pays d'Europe ont moins abandonné d'ailleurs. On en est où sur la consigne des bouteilles de bière? Alors aujourd'hui, c'est vrai que la filière brassicole, c'est la première filière, je dirais, très investie dans le réemploi. D'abord historiquement, même si ça ne concerne pas la filière verre, mais qui était les fûts. Ouais. Aujourd'hui, c'est pratiquement 80% de la bière en café, hôtel, restaurant qui est transportée par les fûts, qui sont avant tout, évidemment, c'est 17 millions de fûts en France, une durée de vie autour de 15 ans. Donc effectivement, le fût, c'est le premier emballage réemployable qui est depuis des années dans la filière brassicole. Après, est-ce qu'il faut adapter les bouteilles? Parce que je regarde mon parallèle avec le vin, où il faut... alors, c'était intéressant parce qu'il fallait à la fois recréer des bouteilles un peu plus lourdes pour qu'elles ne cassent pas, et puis aussi des colles pour que les étiquettes se décollent facilement, etc. etc. C'est ça, il faut effectivement une bouteille un petit peu plus lourde pour être un petit peu plus résistante, pour faire un nombre de rotations plus important. Et ce qui est visé avec un système efficace, c'est une 20 à 25 rotations pour que la bouteille soit... C'est pas antinomique? C'est-à-dire on peut mener les deux, c'est-à-dire on a à la fois alléger les bouteilles pour consommer moins de verre et... C'est complètement complémentaire. Ça existe depuis... Enfin, le réemploi a continué à exister depuis toujours. En CHR, dans les cafés, hôtels, restaurants, il est toujours très présent. Quand vous prenez de l'eau minérale ou une boisson rafraîchissante, etc., ce sont des bouteilles réemployables. La vraie question qui est posée, c'est effectivement le redéploiement de la consigne au niveau des grandes surfaces, supermarchés, hypermarchés, où là, effectivement, le réemploi a disparu, sauf exception en Alsace dans les années 90. Donc, ce sont des filières de réemploi qu'il faut remettre en place, c'est ça? Exactement. Donc, aujourd'hui, il y a une expérimentation qui est sur 4 régions, avec l'aide de notre éco-organisme Citeo. Donc, aujourd'hui, on commence à redévelopper le réemploi avec, je dirais, une attention sur à la fois les conditions environnementales, économiques, mais surtout comment
inciter le consommateur, parce que c'est un geste qu'il a parfois oublié, le réemploi. Donc c'est vraiment ce challenge. Et ce challenge, on essaye de le rendre, je dirais, de tous ensemble et tous les acteurs de la filière, d'essayer de l'atteindre. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est un bouleversement en fait des filières. Économiquement, c'est des investissements importants pour l'ensemble des parties. Et je crois que c'est ça notre futur challenge pour les années à venir, c'est le développement du réemploi. Ouais. Je voudrais revenir à la question des fours, là, de ce renouvellement dont vous nous parliez, durée de vie 15 ans, une fenêtre d'opportunité à ne pas louper. Ça suppose une innovation, c'est-à-dire les nouveaux fours, on continue d'innover ou alors ça y est, c'est une technologie qui est maîtrisée Les nouveaux fours, c'est vraiment une nouvelle conception de four. On change radicalement, puisqu'on change radicalement les énergies. Ouais. On va être très électrique et beaucoup moins gaz. Donc c'est vraiment une conception nouvelle. Les premiers fours ont été installés en 2023 en Allemagne, le tout premier four, donc c'est très récent. Donc on aura forcément une courbe d'apprentissage qui va se mettre en œuvre. Et donc ça demande de piloter ce four avec des nouvelles méthodes. Il y aura un effet d'apprentissage, une courbe d'apprentissage classique, et ça demande surtout des investissements extrêmement lourds, et ça demande aussi, l'électricité est une énergie plus coûteuse que le gaz. On a un rapport quasiment de 2 à 3 en termes de coût, donc c'est une énergie plus onéreuse, et donc il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on peut faire accepter ces surcoûts au marché pour décarboner. Et j'évoquais aussi un point qui était la question du raccordement de nos usines. Terminons là-dessus. On a des usines un peu partout sur le territoire, très souvent proches des régions de production des vins, et donc quelquefois éloignées des grands centres et des lignes à haute tension, pour faire simple. Et aujourd'hui, pour raccorder une usine avec la haute tension, pour avoir la puissance électrique nécessaire, on est sur des coûts de raccordement d'environ 1 million d'euros du kilomètre. Et on a certaines usines qui sont à plus de 10 km, voire à 20 km. Donc vous rajoutez à l'investissement de votre four un investissement uniquement pour raccorder, pour amener l'énergie, de pratiquement 20 millions d'euros. Donc là, il y a des vraies questions qu'on est en train de regarder avec les pouvoirs publics pour voir comment les choses peuvent se mettre en place pour que notre stratégie de décarbonation ne soit pas freinée par ce type d'enjeux qui sont extrêmement prégnants. Oui, parce que si on rajoute les investissements pour changer de four Absolument. Avec le raccordement, ça fait beaucoup. Et peut-être que ça s'arrête. Et ce qu'on souhaite, c'est pouvoir continuer à produire localement, proche de nos clients, parce que c'est une dimension très importante. Si on travaille sur l'impact carbone de nos emballages, il faut qu'on soit effectivement le plus à proximité de nos clients. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe au grand entretien de ce Smart Impact. C'est la rubrique Prêt pour l'impact.